Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire ici une introduction à mes œuvres littéraires, poétiques, les contes et nouvelles. En ce qui concerne l'un des recueils que j'avais écrit sur les contes des forêts de France. Cela se rattache bien sûr à mon site de culture sociétale, puisque la littérature fait partie de la culture de notre société. Euh, Ce sont des nouvelles et récits légendaires des forêts de France. Bien sûr, je les ai inventés comme tout écrivain, euh, à partir parfois de faits réels. J'en profite pour dire que j'ai écrit jadis un recueil de poésie Fleurs à fables et fables à fleurs, à la Desnos, le poète surréaliste, celui qui passait son temps à dormir dans la centrale surréaliste d'André Breton. Ensuite, Charmilles, c'est des poésies sur les arbres forestiers, qui a été diffusé par l'État, c'est-à-dire l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture, et distribué dans les classes. 13 nouvelles en feu d'artifice, qui est un recueil existentiel. Et puis plus récemment, les contes de Magrotofé, et bien sûr je continue à écrire autre chose encore aujourd'hui. Voilà. Alors, ce recueil de contes et forêts m'est venu lorsque je promenais mes jumeaux, Pierre et Thierry, dans une forêt. Et j'en profite pour dire à tous les enfants et à ceux qui leur content ces autres mondes qu'il s'agit du même merveilleux, bien sûr. Que cela profite donc à tous ceux qui promènent leurs enfants également dans une forêt. Les contes des forêts ont donc été écrits en 2002 lors de promenades en forêt au pied des Pyrénées. L'auteur était avec ses deux jeunes filles âgées de 6 ans. C'est un âge où l'on est porté à l'imaginaire. Tous trois y exploraient les sentes qui se perdent entre les chênes tausins, c'est le chêne des Pyrénées ça, et l'imaginaire. Face au monde étroit des boutiquiers, remarquez cette expression, le monde étroit du boutiquier, elle est de Heinrich Heine, le célèbre poète allemand, qui est enterré à Paris, et qui a vécu 25 ans à Paris. Bon, face au monde étroit des boutiquiers, au rationalisme de la ville dont l'esprit s'ordonne le long de rues droites, la forêt offre ses courbes, bien sûr. Celle de l'irréel est apparue très vite un soir, ah oui, au détour de Palombière, quand la nuit proche estompait les contours. Oui, oui, je m'en souviens. Bon. En contrebas du chemin, loin sur la pente, oui, en contrebas donc, entre les fûts, une ombre humaine se dessinait. Oui, 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 les contours d'une ombre, comme une silhouette. Elle ne bougeait pas. Elle était aux aguets. Le père, c'est-à-dire moi, la vit en premier. Et comme le crépuscule estompait les certitudes, je m'empressais, étant poète, de dire à mes deux fils, tiens, il y a quelqu'un là. Les jumeaux alors s'endiablèrent, fascinés par ce fait nouveau. Les questions fusaient. Les regards n'étaient pas distraits par autre chose. Il n'y avait plus que cette silhouette étrange en contrebas. C'était le chasseur de la nuit qui parcourt les forêts quand se lèvent les bêtes et qui s'immobilise lorsque les vivants le regardent. C'est par exemple ça que je racontais tout de suite pour, pour faire fuser l'imaginaire dans les esprits de mes deux fils. Les enfants n'avaient pas peur, c'est assez curieux ça, mais voulaient descendre à travers les halliers. Évidemment, pour ne pas détruire le merveilleux, je les retins. Les ronces étaient trop piquantes, etc., etc. L'imaginaire en aurait été égratigné. Alors on s'en revint sur la sente, noyé dans l'ombre.
Le ciel était clair et se découpait à travers les branches entremêlées des houppiers. On était en hiver, il faisait froid d'ailleurs. Mais les dés étaient lancés. Oui, les dés de l'imaginaire étaient lancés. Nos propres ombres se confondaient avec nous. On fit alors cette découverte. Au-dessus des têtes, le disque pâle de la lune avançait, oui, nous accompagnait, comme pour indiquer le chemin du retour. C'est merveilleux. Voir la vidéo que j'ai consacrée, donc La lune comme un point sur un i, d'Alfred de Musset, dans les chansons. Alors j'ai mis une note, c'est authentique. Cette lune au-dessus de nous qui nous conduisait. Oui, parce qu'il faisait un peu sombre quand même. Perception physique, née de la proximité des branches et de l'éloignement de la lune. Oui, oui, si on cherchait une explication, c'est étonnant. C'est alors que vint cette éternelle phrase magique de l'enfance, quel que soit son âge. Dis, raconte-nous une histoire. Dis, raconte-nous une histoire. Les petites mains se serraient dans les grandes, dans la confiance de la filiation et dans la demande exigeante de l'imaginaire. Ce sont des moments forts. Dans la forêt, il y a des loups, je le suggérais. Ce fut alors le début d'un conte, le loup blanc et l'ermite. Et puis cela venait, et cela devait venir, la création, car l'enfant s'impatiente des silences. Oui, le silence est mauvais, jusqu'à la phrase impitoyable, cruelle, le jour où, à court d'idées, car on peut l'être, on raconte, au coin d'un feu, avec un livre, une histoire d'autrefois, souvent si compliquée qu'il faut s'arrêter pour réfléchir, simplifier. Fut alors la remarque, on dirait que ce n'est pas une histoire. On dirait que ce n'est pas une histoire. Mais là, dans la forêt, cette phrase n'a jamais été dite. Jamais. La muse du conte sautait de branche en branche, au-dessus de nous, comme l'écureuil roux, après la faine. La faine, c'est le fruit du hêtre. Les bourgeons dressaient à la lumière froide de leur dessous velouté. Les premières anémones teintaient le sous-bois de taches bleutées. Elles peuvent être roses aussi, et blanches. L'arbre magique était à nouveau en feuilles. Oui, j'avais décrété qu'il y avait un arbre magique. Et que, en secouant les branches, il tombait des bonbons. À vrai dire, je mettais les jumeaux devant et c'est moi qui jetais les bonbons dans l'arbre. L'arbre magique était à nouveau en feuilles et en le secouant, des bonbons tombaient comme en hiver, car c'est un arbre qui ne se repose jamais. Été, hiver. Au gré de nos explorations, la forêt livrait ses secrets, mais pudiques, ne se dévoilait jamais en totalité. Oui, bien des sentes sont encore inconnues, bien sûr. Et l'été vint, de lumière morcelée à travers les feuillages. C'est joli ça. La touffeur nous vit bien des fois à l'ombre des noisetiers, sous les chênes rouges. C'est des chênes d'Amérique, ça. Au bord d'un grand fossé forestier, assis dans la vieille litière. La litière, c'est l'amoncellement des feuilles sur le sol. Pour le goûter. Et l'éternelle question, dis papa, raconte, raconte. Ah, c'est beau. L'enfant rêve. L'adulte moins. Mais tous les deux jouent, comme c'est Jean Piaget, le grand spécialiste de l'enfance, qu'il avait dit, qu'il avait écrit quelque part dans un de ses livres. L'enfant, les deux jouent, mais la valeur du jouet de l'adulte est évidemment bien plus élevée.
ce qui est une erreur. Dans ma culture sociétale, dans l'introduction, à la fin tout à fait des 2 vidéos d'introduction, Frieder Burda, milliardaire par héritage, ayant été en contact avec les milliardaires sur la Côte d'Azur, a dit qu'il en avait assez d'assister à toutes ces réunions entre gens très très riches qui ne savent pas quoi faire de leur journée et qui réfléchissent à la façon dont ils vont organiser la journée qui suit. Alors la partie de golf, et puis le repas aussi, voilà. Oui, et que lui, Frieder Burda, préférait revenir en Allemagne et avec son argent créer un grand musée, ou plusieurs, voilà, pour accueillir des artistes et parler avec les artistes. Ça rappelle André Malraux et ses discussions célèbres avec Pablo Picasso. Voilà, bon, voilà que je fasse une vidéo sur certaines valeurs de l'existence. Bon. De ces rencontres au creux des bois sont nés les contes des forêts. Ils ont été souvent contés dans une forme plus simple que ce qui suit. Oui, dans la forêt, ce n'est pas l'écriture, c'est la parole. Pour l'écriture, l'auteur a ajouté. L'auteur, c'est moi, j'ai ajouté, j'ai compliqué. J'ai embelli, littérairement. Dans leur forme actuelle, ces contes s'adressent plutôt à des adultes, oui, dans la forme actuelle. Mais dans le fond, ils passionneront les enfants, tous les enfants, et même les anciens enfants, bien sûr. Voilà. Si donc on doit raconter à des petits-enfants ces contes des forêts, je conseille une lecture préalable, de manière à ce que vous vous imprégniez du scénario du conte et que vous puissiez le raconter avec vos propres mots. Ces contes sont une création originale. L'auteur a puisé à l'imaginaire des anciennes provinces françaises, oui, la France avant la Révolution était organisée en provinces, et bien sûr aux légendes forestières qui s'y rapportent. Car la forêt en France, évidemment, quel thème d'aventure. Par ailleurs, un récit situé en Chine, total imaginaire, est venu, oui, c'est comme ça, la Chine, voilà. L'auteur a vécu tout cela, évidemment, j'ai vécu, à la fois réellement et imaginairement. Il s'agit de contes. On retirera de la lecture un plaisir personnel, la lecture. Mais à conter, à raconter, il y a un autre plaisir. Évidemment celui. Les mots lancés sont comme des comètes. Oui. Dans le vide qu'ils traversent, leur apparition est fulgurante, de clarté. Et dans la queue infinie qu'ils traînent, on voit apparaître des étoiles, celles des yeux des enfants, au fond desquels brillent et jonglent les pépites d'or de l'émerveillement. C'est la poésie, ça. Dis, raconte. Et l'émerveillement jonche aussi les yeux des grands enfants, c'est-à-dire des adultes, bien sûr. Alors, j'insère ici une poésie que j'ai composée et qui figure actuellement dans Charmilles, mon recueil Charmilles, celui qui a été édité par l'État et l'Éducation nationale, etc. Bon. Je vais le lire. Bon. Dans la cathédrale des Hêtraies, les longs fûts soutiennent le ciel de la forêt silencieuse. Les branches fléchées vers l'azur brillent tout à coup de lueurs de glace, et dans la chaleur des parois ouvertes, parmi le satin gris des troncs, la lumière verse délicatement son collier d'émeraude perlée, palpitant à travers les feuilles, d'une vie irréelle. Puis, dans un ultime élan, la cascade éparpille ses lueurs au pied de l'édifice, parmi la litière effeuillée. Elle tombe à terre, donc. Là où l'écureuil roux danse sa course, grignote la faine dormante et s'illumine d'arc-en-ciel.
en jonglant avec les plages colorées, tandis que là-haut les vitraux reprennent leur champ de lumière. Voilà. Imaginez ce petit écureuil qui descend sur le sol pour ramasser une noisette et qui se colore de tous les feux de la lumière qui s'illumine d'arc-en-ciel. Voilà, c'est joli. Alors, les contes, les voilà. L'introduction, je viens de la faire. J'ai composé un premier conte à la Croix du Baron. C'est une intrusion à la Révolution française, avec des fantômes bien vivants, bien sûr. La Dame des Mousses s'est empruntée à une légende germanique, Moosweibchen. Dans les mousses des forêts, à certains endroits, il y a une dame mystérieuse. La princesse et la fontaine, je renvoie à ce conte, le dragon et l'empereur, ça c'est le chinois. Le loup blanc et l'ermite, oui, une amitié durable. Le marquis d'Ormenant, un marquis qui revient sur des terres, un homme qui va acheter une forêt et une forêt qui est toujours hantée par un marquis particulier. Le président Aubois, ça m'est venu avec Valéry Giscard d'Estaing. J'ai composé ce conte, je lui ai envoyé, il m'a répondu. C'était l'époque où il travaillait à la Constitution européenne, de l'Union européenne. Et j'avais fait un jeu de mots. Oui, parce qu'il aimait beaucoup Maupassant, le grand écrivain. Et je lui avais dit, Monsieur le Président, vous êtes un passeur d'histoire avec un grand H. Moi, je raconte des petites histoires, des contes. Et puis j'avais conclu, et nous allons tous deux à mots passants. Des mots qui passent, ou mots passants, vous avez compris. Bon, il avait beaucoup apprécié, donc il m'avait répondu. Les grands corbeaux. L'étrange métamorphose de Monsieur de Maisonneuve, c'est sur les loups-garous, ça. C'est bon, c'est très bien, bien sûr. Sylvain, c'est le petit garçon qui désobéit constamment à sa mère. La chasse infernale, c'est un thème récurrent dans l'imaginaire français. Le grand veneur et le roi, c'est là aussi on compte une histoire traditionnelle qui est arrivée notamment au roi Henri IV. Les rois chassaient beaucoup, ils allaient au plus profond des forêts et des fois ils rencontraient le grand veneur, un grand chasseur donc, sur un cheval. La toile est un conte de Noël, qui mêle le diable et les étoiles. Et puis il y a un épilogue à la fin, tout à fait. Eh bien, je vous ai fait la présentation du cadre dans lequel ces contes ont été écrits, de la façon dont il faut les raconter, et du plan général de ces contes. Et je vous souhaite donc de les écouter avec recueillement, avec passion, avec une acuité neuronale forte. Soyez dans le conte, soyez dans le merveilleux, et vous en retirerez une joie intense d'excitation de vos neurones. L'imagination vaut bien des voyages et elle coûte moins cher. Voilà. C'est pas de moi cette formule, hein. Bon, c'est d'un écrivain aussi. Et tout ça se rattache à mon site de culture sociétale. Je viens juste de jeter un coup d'œil pour m'actualiser moi aussi sur
littérature allemande. Je vous ai cité tout à l'heure Frieder Burda, le milliardaire, et je pourrais vous citer Herta Müller, le prix Nobel de littérature 2009, qui a dit il y a deux sortes d'hommes, il y a ceux qui veulent les grands panoramas, comme Hitler, qui ont une vue gigantesque, etc. Et il y a ceux qui cultivent le détail, le petit détail, comme les écrivains, comme les poètes, comme les peintres, etc. Voilà. Bien, je vous remercie de votre attention et nous allons passer donc au récit de ces contes. Je vous dis à toutes et à tous au revoir et à bientôt.